Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Le midi 40, le face-à-face, le rendez-vous qu'on vous donne bien depuis le début du mois d'août avec notre invitée ce matin, Anne Jeantet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Renaissance et également députée des Français établis en dehors de France. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous entendez nos auditrices, nos auditeurs juste avant, et vous m'avez dit hors antenne, vous nous avez dit avec Clément Barguin que vous les aviez entendus, vous comprenez là que les Français en ont ras-le-bol et que ce soit systématiquement finalement les mêmes que l'on reprend et peut-être pour la même chose. J'ai entendu ce qu'il disait et j'ai compris qu'il réagissait d'ailleurs. Vous les avez interrogés sur le débat qui avait eu lieu hier. Et en fait, la difficulté, c'est que le débat d'hier au MEDEF était un débat qui s'adressait à ceux qui créent l'emploi en France, donc à ceux qui donnent du travail à vos deux auditeurs. Donc on n'attendait pas qu'ils parlent, que les candidats invités parlent directement aux auditeurs que vous avez en ligne, mais aux entrepreneurs, à ceux qui vont permettre demain, d'une part, de leur donner du travail et d'autre part, de leur donner un salaire et qui leur permettent, et c'est ça que j'ai entendu dans les propos qu'ils tenaient, et qui leur permettent d'avoir un reste à vivre suffisant. Et là, j'entends vraiment, et ça fait un petit moment d'ailleurs, cette attente sur le reste à vivre et cette inquiétude qu'ils ont, qui est très légitime, de dire on veut qu'il y en ait suffisamment qu'on arrête de nous prendre sur notre salaire. Oui, mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on reprend les mêmes et on recommence? Là, Gabriel Attal qui part, qui est candidat, Édouard Philippe qui est lui aussi candidat, et finalement, pour quelle ligne politique? Est-ce que c'est pas l'héritage Macron là qu'on va encore avoir si jamais l'un des deux venait à être président de la République en 2027? Président Macron, candidat à l'époque, il y a juste 10 ans, avait une vision de la France, un projet pour la France. Il a d'ailleurs tenu un certain nombre de ses promesses. Elles peuvent déplaire, mais enfin, il a tenu un certain nombre de ses promesses et de ses engagements. Aujourd'hui, c'est clairement pas lui qui sera candidat en 2027. Donc, on a tous l'obligation de se projeter dans un après Macron et dans un sans Macron. Ça, c'est une obligation. Maintenant, la vision du pays qu'on doit porter pour 2027 et pour l'après 2027, n'est évidemment pas celle qu'on avait en 2017. Ça ne veut pas dire que tout a changé, mais beaucoup a changé, qu'il faut s'y habituer, qu'il faut s'y adapter, et que cette adaptation, c'est ce que présentent différents candidats. Alors chacun a son idéologie, sa vision, son projet. Nous sommes sur une proposition qui est vraiment de mettre le travail au centre du jeu, de mettre la croissance qui crée du travail et de l'emploi au centre du jeu, et de pouvoir justement travailler sur ce reste à vivre qu'attendent les Français qui vous écoutent aujourd'hui. Anne Jeantet, Emmanuel Macron vous laisse quand même une dette très élevée, un déficit massif, une situation politique extrêmement compliquée. Est-ce que vous assumez ce bilan, ou en tout cas une partie? Ça faisait pas partie de ses promesses, je crois. Absolument, et ce serait malhonnête de ne pas assumer une grande partie du bilan. Tout ne nous est pas dû, mais oui, il faut assumer une partie. Nous en sommes responsables. S'agissant, je veux juste en quelques mots parler de la dette. La dette, il en existait une avant que nous arrivions, et oui, il y a un certain nombre d'engagements que nous avons pris, mais pour quelles raisons qui ont aggravé la dette? Pour quelles raisons? C'était pour protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Je pense notamment à la crise Covid, ensuite à la crise de l'énergie, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Oui, on a cherché à protéger les plus fragiles. Je trouve que c'est louable et que beaucoup de Français doivent nous en être gré. Lorsque nous avons protégé le prix de l'énergie, lorsque nous avons protégé, rappelons-nous, les prêts garantis par l'État pour un certain nombre d'entre eux. Mais 2018, les Gilets jaunes, ils sont allés dans la rue, et bien pour ça. Absolument, et pour aussi, rappelons-nous, il y avait aussi le 80 km/h sur les routes, il y avait un certain nombre d'événements qui avaient... Oui, mais vous n'avez pas protégé le prix de l'essence. Et là encore non plus. Aujourd'hui, alors attendez, depuis la crise de l'énergie qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine, il y a un certain nombre de marqueurs qui ont montré qu'on a bloqué le prix de l'énergie, le prix qu'on a payé pour se chauffer par exemple. Il n'y a pas que le prix de l'essence, il y a le prix aussi pour se chauffer, il y a le prix aussi pour nos industries qui ont besoin d'énergie aussi pour se développer. Oui, nous avons fait un certain nombre d'efforts pour permettre de limiter, mais tout n'est pas sous notre contrôle. Rappelons-nous que nous ne sommes pas producteurs d'énergie fossile, nous devons l'acheter, et donc le prix qui nous est fixé, c'est pas nous qui en décidons. Il y a des taxes derrière, vous allez me dire. Les taxes, effectivement, c'est bien l'État qui les fixe. Absolument, et certaines sont difficilement modulables. Nous avons aussi des règles européennes à respecter, mais je crois que par rapport, regardons les chiffres comme ils sont, à nos voisins européens, nous avons beaucoup plus protégé qu'un certain nombre de pays européens et de voisins européens. Donc, alors, on peut le critiquer, certains auraient préféré moins le faire, mais je veux revenir aux débats budgétaires qui ont eu lieu les années passées. Nous avons un certain nombre d'offres politiques, je pense notamment au Rassemblement national, qui a aligné les dépenses l'année dernière à hauteur de 36 milliards d'euros et qui aujourd'hui crie à la maîtrise de la dette. Donc, on ne peut pas à la fois demander des dépenses supplémentaires et pendant les aides qu'on a faites pour le Covid, par exemple,
C'est sûr, le nombre de députés qui sont venus pour demander des aides supplémentaires, donc des dépenses supplémentaires en plus de tout ce qu'on avait fait, il est considérable. On passe son temps à demander à ce que l'État mette de l'argent sur la table avant de responsabiliser, de voir comment on le dépense. On va en revenir à la situation budgétaire de la France. Avant cela, on va évoquer ce duel, ce match, on peut peut-être l'appeler comme ça, entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Aujourd'hui, ce qui se joue, visiblement, c'est une place de second pour se qualifier au deuxième tour. Est-ce que vous allez pouvoir faire cavalier seul encore longtemps ? Alors, je vais vous faire très clair. Nous avons aujourd'hui, et les sondages le disent, il ne faut pas regarder que les sondages, mais enfin, on parle aussi aux Français qui nous entourent, on entend ce qu'ils nous disent. On a aujourd'hui 2 offres extrêmes, à gauche et à droite, qui ont clairement une dynamique, et l'évidence. Et on voit bien ce que disent les derniers sondages, c'est que la place... passer le cap du premier tour n'est même plus garanti pour un quelconque profil du grand espace politique entre ces 2 extrêmes. Oui, je vais très large. Et donc là, il faut pouvoir... C'est une question de projet. Pour le moment, au stade où nous en sommes, mettons-nous dans les précédentes campagnes électorales, en septembre 2016... Personne n'avait idée de ce que serait la ligne de départ quelques mois plus tard. Mais justement, est-ce que l'union, c'est pas là tout de suite maintenant ? David Lisnard le redit encore ce matin, il appelle à une primaire du centre et de la droite. Est-ce que là, il n'y a pas une nécessité à se rassembler ? Alors, plusieurs réponses. D'abord, l'histoire des primaires nous montre que c'est pas forcément la personnalité qui sort, qui émerge des primaires, qui se retrouve en position de force après. Aujourd'hui, je crois qu'il faut déjà voir comment nous pouvons converger sur des projets, parce qu'au bout du compte, nous devrons faire le rassemblement. Nous devrons, c'est clair, les sondages le disent, s'il n'y a pas de rassemblement... Vous en appelez au rassemblement. Le rassemblement sera nécessaire devant celui ou celle qui sera, à l'évidence, le mieux placé. Aujourd'hui, donc si Édouard Philippe continue à être le mieux placé dans 3 ou 4 mois, ça sera derrière Édouard Philippe. Peut-être le mieux placé devra être celui derrière lequel nous devrons nous rassembler. Il n'y a aucun doute là-dessus et nous sommes tous unanimes à le dire, dans le camp de Gabriel Attal comme dans le camp d'Édouard Philippe. Et j'ai entendu également d'ailleurs le camp de David Lisnard le dire. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Sur ce que vous disiez, vous êtes visiblement toujours dans un héritage macroniste que en tout cas vous n'avez pas l'air de vouloir défaire non plus. Là ça paraît quand même compliqué quand vous entendez les Françaises et les Français qui en ont juste ras-le-bol de 10 ans d'Emmanuel Macron. Ça va être d'autant plus difficile si vous ne rompez pas fermement avec votre président actuel. Il y a des éléments avec lesquels, en effet, je ne souhaite pas rompre. Quand on sait qu'on a créé 3 millions d'emplois en 10 ans, j'ai aucune envie de rompre avec cette dynamique-là. Pour un chômage qui atteint 8,03%, on est loin du plein emploi qui était quand même attendu et qui était une promesse pour atteindre 5%. Nous avons fait reculer le chômage par rapport à ce que nous avons trouvé en y arrivant. Les chiffres sont moins bons, il faut le reconnaître. Je ne vais pas vous dire que tout va bien, et ça fait le 6e trimestre consécutif que les chiffres du chômage ne sont pas bons. C'est une réalité, avec notamment un chômage des jeunes qui doit nous inquiéter, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, je reprends la totalité de ce qui a été fait. Et par ailleurs, je dois aussi, et Gabriel Attal l'a dit, reconnaître qu'il y a des éléments. Par exemple, sur la simplification, clairement, nous ne sommes pas allés assez loin. Il a donné de nombreux exemples hier qui montrent l'empilement des procédures administratives, que ce soit, hier c'était pour les entreprises, mais ça peut être aussi nous, pour les particuliers, nous le voyons tous les jours, et qui montrent parfois l'inefficacité de l'État. Et les citoyens qui mais ce que vous disent les Français, c'est pourquoi vous faire encore confiance, c'est ça? Alors que vous étiez aux responsabilités, pourquoi on va vous faire de nouveau confiance alors qu'il y a eu des échecs visiblement? Et surtout, si vous ne rompez pas avec Emmanuel Macron et ses politiques depuis 10 ans, comment vous faire confiance? J'entends tout à fait la question, mais je crois qu'il faut faire attention entre des promesses illusoires. C'est facile quand vous êtes dans l'opposition de faire des promesses qu'en fait vous n'allez jamais tenir. Et donc il faut sortir de ça. Quand Gabriel Attal dit que oui sur la dette, et nous assumons le fait, il faut assumer le fait qu'encore une fois cette dette s'est aggravée parce que nous avons protégé les plus fragiles. Je crois que vraiment, je veux le répéter, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers. Parce que c'est là. Mais aujourd'hui, certains nous vont dire qu'il y a eu des aides distribuées aux entreprises, il y a eu des milliards. Peut-être que nous l'avons fait trop longtemps. Quoi qu'il en coûte, on voit bien qu'il a fonctionné pendant la Covid, mais il n'a pas fonctionné ensuite. Le nombre d'entreprises qui ont fermé. Il a fonctionné trop longtemps. Il a fonctionné trop longtemps, clairement. Il est allé beaucoup trop loin, certainement. Mais c'est possible, mais ça, il faut le regarder avec lucidité et se dire aujourd'hui comment nous pouvons faire. Alors, nous faire confiance. Certains ne nous feront pas confiance. Nous espérons qu'une majorité nous fera confiance pour dire que nous entendons les demandes et surtout aujourd'hui d'un reste à vivre qui soit suffisant. On rentre dans une phase de négociation au Parlement pour le budget 2027. Quelles vont être les alliances? Parce que là, on est peut-être à l'aube d'un chaos politique. On n'aura peut-être pas de budget. Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je l'ai posé directement à l'un de nos ministres. Le budget doit être un budget de compromis et un budget de sérieux budgétaire. Ce sérieux budgétaire, aujourd'hui, vu la situation
budgétaire et financière de la France, il est ni de gauche ni de droite, clairement. Donc ça veut dire un budget de compromis. Le Premier ministre l'a dit. Moi, la question que je lui ai posée, c'est la copie qu'il va présenter fin septembre. J'espère que cette copie et ce compromis aura été travaillé en amont par le Premier ministre avec les chefs de parti, avec les chefs de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, de manière à ce que la copie qu'il va nous présenter ait intégré tous ces éléments de compromis. Et dans ce cas-là, le budget, évidemment, il y aura des débats derrière, mais ne nous trompons pas, le compromis se construit avant, comme dans toutes les grandes démocraties, je pense à l'Allemagne par exemple, et pas en mettant les parlementaires devant le fait accompli. Mais avec qui? C'est aussi ça, sur la ligne politique, sur l'identité. Est-ce que, sur votre ligne politique, est-ce que vous vous sentez plus proche d'un Raphaël Glucksmann ou plus proche d'un Bruno Retailleau? Où est-ce qu'on se positionne? Où est le curseur de Renaissance? Ça va dépendre des sujets. Renaissance a toujours été dans le dépassement. Il y a des éléments, moi, auxquels, en plus, personnellement, je tiens, des éléments de politique sociale auxquels je tiens. Si on prend l'exemple des retraites, qui a été un sujet longuement évoqué hier, oui, je tiens à notre système par répartition. Je veux que ce soit très clair. Ce système par répartition, nous devons le maintenir. C'est un bon système et le préserver. Néanmoins, nous voyons qu'il va vers des difficultés graves du fait simplement de la démographie, et donc nous devons lui adjoindre, lui ajouter un complément de capitalisation qui portera ses effets à partir du moment où on le mettra en œuvre. Donc travailler plus longtemps, c'est aussi ce que défend Gabriel Attal. Est-ce qu'il faut repousser à l'âge légal de départ à la retraite? Soyons très attentifs à ce plus longtemps au cours d'une vie. Ça veut dire permettre de travailler plus longtemps à ceux qui le souhaitent. Ça veut dire aussi rentrer plus tôt sur le marché du travail. Vous savez, rentrer sur le marché du travail à 25, 26, 27 ans n'est pas une solution agréable, parce que du coup, ça repousse aussi à plus tard. L'âge de départ en retraite, c'est pas forcément ce à quoi aspire la majorité des Français. Anne Genetet, en cas de deuxième tour, Rassemblement national, la France insoumise, qu'est-ce que vous voterez et qui vous en appellerez en termes de soutien? J'ai bien vu que les sondages maintenant mettaient sur la table cette possibilité, que ça n'était plus... C'est une véritable perspective. C'est plus la politique fiction. Mais aujourd'hui, moi, je me bats pour le premier tour et pour la construction d'un projet de premier tour et de rassemblement. Je ne peux pas vous y répondre parce qu'on n'est pas devant la situation. Moi, j'attends de voir. Imaginez que vous y êtes confronté. Vous savez, moi, j'ai connu... mon premier vote, c'est 1981. Et donc, j'ai connu le rassemblement que François Mitterrand avait fait à l'époque autour de ce qu'on appelait le programme commun. Et donc, la manière dont chacun avait mis de l'eau dans son vin pour construire quelque chose. Donc, vous savez, il faut être très prudent et 8 mois à l'avance, savoir d'abord qui sera au deuxième tour, je n'en sais rien. Moi, je travaille pour le premier tour et pour s'assurer que ce scénario qui est pour aujourd'hui plus la politique fiction ne se produise pas. Vous êtes probablement plus proche de la droite que de la gauche. Je suis vraiment dans l'équilibre, et ça je tiens. Je suis pour une France qui soit à la fois sociale et humaniste, ça j'y tiens. C'est pour ça que j'ai suivi Emmanuel Macron en 2017, pour une France qui soit libérale mais responsable sur le plan économique, qui soit profondément européenne, mais qui soit capable de toujours garder la maîtrise de son destin dans la marche du monde. Ces quatre piliers sont fondamentaux plus pour moi. De gauche, donc peut-être plus Jean-Luc Mélenchon. Mais à titre personnel, je suis issu de la gauche. Ouais, bon, écoutez, on a peut-être un début de réponse. Merci beaucoup Anne Genetet. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de Renaissance, député des Français établis en dehors de la France. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous. Merci Clément Barguin, merci infiniment. Merci Anthony, c'était un plaisir. Ces semaines avec vous. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir écoutés, de vos appels, de votre confiance, toujours sur Sud Radio. Merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a aidé à préparer ces rendez-vous, ces émissions, que ce soit Albin Texera, Antoine Dizy, Louis Randazzo, Alexandre Saint-Etienne, Antonin Durand, Anthony Urvois, Julien Delmas, Marie, Jérémy, Aude, Manu. J'espère que je n'oublie personne. Merci infiniment Antoine Guibert également d'avoir été à mes côtés pour préparer ce rendez-vous. Je vous remercie infiniment pour ces moments de bonheur et de joie que vous m'avez procuré, et à très vite sur Sud Radio.